Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Cosmicronix, un podcast qui ambitionne de proposer à nos auditeurs une autre façon de penser et de vivre l'astrologie, notamment dans son orientation psychologique et socioculturelle. L'astrologie, c'est comprendre le monde d'aujourd'hui grâce à un outil millénaire et étonnamment pointu. Un outil, au demeurant, dont se sont servis bon nombre de grands esprits de l'histoire. L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. Une brise agitait les haies bien taillées de Private Drive. La rue était propre et silencieuse sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous ses couvertures sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à côté de lui et il continua de dormir sans savoir qu'il était déjà un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, il serait réveillé par le cri de Mrs. Dursley qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin Dudley. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens s'étaient rassemblés en secret dans tout le pays et qu'ils levaient leurs verres en murmurant « À la santé de Harry Potter, le survivant ». Bonjour Léa. Bonjour Mathilde, merci de cette belle lecture. Mais avec plaisir. Ça va nous aider à un petit peu aborder aujourd'hui le thème, le sujet du jour. Bah oui, depuis le temps qu'on en parle, du principal intéressé. Donc oui, nous allons nous concentrer sur donc non seulement le sujet, le thème, la thématique d'Harry Potter, comme on a commencé déjà depuis 2 épisodes à le faire, mais donc aujourd'hui, nous consacrons l'épisode entier au héros, en étudiant, autant que faire se peut, avec les éléments que J.K. Rowling a bien voulu nous donner, le thème astral de Monsieur Harry Potter. Donc, que voyons-nous dans ce thème, Mathilde, qui te frappe ? Alors oui, en fait, on a commencé évidemment par un petit extrait du premier chapitre du premier livre, premier tome d'Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, parce que elle illustre bien ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir du thème d'Harry Potter. Donc je crois, Léa, qu'on a le même problème que pour J.K. Rowling. Nous n'avons pas l'heure de naissance. Complètement, oui. Ça risque d'être compliqué parce que là, c'est pas seulement qu'elle existe, mais qu'on ne l'a pas, c'est que c'est un personnage fictif quand même. Donc, pour essayer de trouver l'heure fictive d'un personnage fictif, ça va être un petit peu compliqué. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que donc elle a fait naître son personnage à la même date de naissance, sauf l'année, mais qu'elle. Donc c'est ça qui est, c'est ça qui est sympa. Donc Harry Potter est né le 31 juillet 1980. Alors, je crois que 1980, on n'est pas forcément sûr à 100%. C'est ce qui a été décidé, je pense, a posteriori, parce qu'avec le dernier tome est censé se passer en 97, parce que pour les fans qui connaissent bien la bataille finale avec Voldemort... La bataille de Poudlard du 7e tome est censée se passer en 97. Donc, il a 17 ans à ce moment-là. La logique veut qu'il soit né en 80, et puis il y a quelques autres indices dans la saga qui nous permettent de conclure qu'il est né en 1980. Donc ça donne effectivement un soleil lion comme J.K. Rowling, ça c'est clair, sauf que ça lui donne une lune en un signe opposé à celle de Rowling, puisque le 31 juillet 80, la lune était en poisson. Alors, je dis ça, on était obligé de se fixer sur une heure. Si Harry Potter était né plus tard cette journée-là, il aurait pu avoir la lune en bélier. Mais moi, je pense qu'avec toutes les indications que nous donne le livre, et quand on creuse un peu le personnage de Harry, la lune en poisson convient quand même bien. C'est sûr. Voilà.
Donc, on va se fixer là-dessus et on va dire que Harry Potter a le soleil en lion et la lune en poisson. Oui, alors on avait déjà parlé, c'est vrai, de ce qu'on appelle donc les luminaires, qui sont le soleil et la lune dans chacun des thèmes de chaque individu. On en avait parlé dans l'épisode des États-Unis, je ne sais pas si vous vous souveniez. Voilà, donc on va se concentrer principalement sur ces deux points-là. Léa, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que sont le soleil et la lune dans le thème astral en général d'un individu? Oui. Alors, j'espère que les auditeurs vont me pardonner d'être succincte, parce que si je commence, moi, avec mon degré de d'exigence de parler du soleil et de la lune, ça prend à peu près... 9 heures de cours, donc je ne vais même pas aller barber. Mais en tout cas, peut-être pour résumer brièvement, le soleil astrologique, c'est-à-dire le signe traditionnel qu'on trouve dans les horoscopes et qui correspond au signe du zodiaque solaire, donc par rapport au mois de naissance, équivaut à parler de l'essence, entre guillemets, de l'individu, c'est-à-dire de son but existentiel, de ce qui réveille le sens d'une mission de vie en lui, ce qui le fait vibrer et ce qui le fait se sentir uniquement, singulièrement lui-même. Et ça, c'est quelque chose, un sentiment dont on ne fait l'expérience finalement que peu dans la vie, en tout cas en début de vie, puisque c'est pas une planète, parce qu'on appelle le Soleil, qui est, je sais, un astre et une étoile astronomiquement parlant, mais on l'appelle une planète en astrologie pour simplifier les choses. Elle est comptée dans le groupe des 10 planètes. Le soleil est à la fois un point extrêmement personnel du thème et à la fois un point qui est très très mal compris, puisqu'il ne caractérise pas l'individu dès sa naissance comme une sorte de typologie avec laquelle on naîtrait et avec laquelle on s'accommode comme on peut. C'est vraiment la façon de vivre son soleil, c'est un petit peu... encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit, mais... peut-être que non, donc je me risque à le répéter. Il est possible, et c'est là qu'on voit l'étendue du libre arbitre des hommes, de l'humanité, des êtres humains, c'est que le soleil doit être conquis et qu'il y a un risque possible à ne pas le vivre si on ne se met pas sur la route, entre guillemets, pour vivre son soleil. C'est-à-dire que c'est comme un horizon et un but de vie qui vient, comme le soleil a vocation à le faire, vient nous éclairer sur le chemin, vient nous donner un horizon, vient nous donner du sens, nous appelle vers lui quand on le découvre et qu'on le sent briller en nous, qu'on le sent vibrer. Et que c'est tout ce qui va faire qu'à un moment donné, on va se sentir éveillé, appelé par quelque chose qui fait sens pour nous. On se sent exister, on se sent vivant. C'est la quête existentielle peut-être de chaque individu. C'est peut-être ce vers quoi il va finalement. Et ce qui, quelque part, existentiellement, lui correspond. En un sens. Et peut-être que alors, ça lui correspond de 1000 façons. Encore une fois, un soleil cancer ne se vit pas de la même façon que chez quelqu'un qui a un soleil dans une certaine maison, avec certains aspects, avec une histoire familiale particulière. Il est clair qu'on ne va pas avoir le même but existentiel, même si le soleil est en cancer chez deux individus qui sont nés à la même année et à la même date. Mais il y a quelque chose dans ce qui va motiver l'individu pour donner sens à sa vie qui va procéder un petit peu d'une base commune. C'est un petit peu comme ça qu'on peut définir le soleil. C'est ce qui va procurer à l'individu qui le porte. C'est un peu la raison de vivre de l'individu, c'est le soleil, la raison de vivre. Donc en général, ce que tu disais, c'est que ça se vit en général pas tellement avant 30 ans.
C'est quelque chose qu'on découvre un peu plus tard. Ouais. Oui, et même certains astrologues disent que ça ne se révèle que même à 40 ans, qui est encore ésotériquement parlant, dans beaucoup de traditions, un peu un âge seuil qui est le début d'une maturité accumulée avec certaines expériences de la vie, et que là on commence vraiment à comprendre, c'est un peu toutes les pièces du puzzle qui se rassemblent, et là il y a une cohérence qui se dessine, et en tout cas qui donne envie de poursuivre vers un chemin qui est vraiment à soi, quoi, qui n'est plus ce que la société ou certains déterminismes du passé, de l'enfance, de la jeunesse nous ont sommés de suivre. Et je pense que c'est le soleil se révèle, en fait, se révèle via l'expérience et via la volonté aussi qu'on met à chercher le sens. Donc le soleil, c'est vraiment ce qui va faire que on se sent vivant, on se sent exister. C'est aussi le siège de la vitalité. Donc c'est la vitalité physique, mais c'est aussi beaucoup la vitalité psychique, spirituelle, et le fait de sentir qu'on est à sa place dans le monde, voilà, et qu'on va vers sa place, qu'on conquiert sa place en permanence dans le monde, et pas nécessairement en termes de réussite sociale. Ça peut être toutes sortes d'horizons que le soleil révèle, mais en tout cas c'est vraiment en ce sens l'essence de la personne, c'est-à-dire ce pourquoi oui, la mission de vie. Il vit. Alors, encore une fois, hein, ça se complexifie avec tous les aspects du thème qui vient donner de la substance et de la... Oui, du relief. Et de la spécificité, voilà, bien sûr. à ce soleil. Mais voir comment est-ce qu'il peut émerger et l'aider à émerger, ce soleil, parce que parfois, c'est plus facile que pour d'autres. Donc voilà, grosso modo, le soleil, c'est ça. Et la lune, alors la lune, elle parle pas beaucoup. Alors oui, j'ai oublié par contre, excusez-moi, que le soleil aussi, en astrologie psychologique, traditionnellement, c'est la figure paternelle, hein. Ou en tout cas un homme tuteur qui s'est occupé de l'enfant ou qui ne s'est pas occupé de l'enfant dès sa naissance. C'est quand même la figure masculine par excellence. Dans la psyché, le yin et le yang, c'est plutôt le yang, c'est la part masculine en nous, c'est l'animus de Jung, voilà. Et la lune, c'est la part plus liée à la mère, à l'aspect yin en nous, à l'aspect réceptif, à l'aspect instinctif, à l'aspect émotionnel. La lune se lie à l'enfance, au passé, à ce qui nous procure un sentiment de sécurité dans le monde, à ce qui nous procure un bien-être immédiat, affectif, quotidien. La lune nous accompagne au quotidien. C'est une énergie qui est tissée dans notre quotidien, qui est tissée dans nos habitudes de vie, qui est tissée même, je dirais même, avant que l'on sorte du ventre de la mère. La lune, non, c'est compliqué ce que je dis, parce que quand on sort du ventre de la mère, c'est à ce moment-là qu'on a un thème astral. Mais en tout cas, la lune est en gestation même avant qu'elle ne se révèle. On revient là à quelque chose de très primal, d'archaïque, du passé matriciel, dans lequel on veut parfois, dans des moments régressifs, revenir. Alors la lune est toujours liée au passé, et puis aussi à ce que le passé nous permet de construire au présent et à l'avenir, évidemment. Donc c'est tout ce qui va constituer notre quotidien, notre sécurité de base, qu'elle soit affective, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit psychique, le sentiment de nourriture, globalement de nourriture psychique, qui permet à l'individu d'avoir un équilibre quotidien de base. Voilà. D'accord, mais merci en tout cas pour les explications, parce que c'est pas toujours très clair. On réduit assez souvent l'astrologie au signe astral de chaque personne. Oui, non, il faut un petit peu au moins regarder les luminaires. Bien plus complexe que ça. Et bien sûr l'ascendant, okay. Mais alors l'ascendant là, je ne peux pas en parler. Oui, là pour le coup on peut pas l'inventer. Ce serait pour ça il faut l'heure de naissance exacte. Mais c'est vrai que là avec les deux luminaires, on a déjà de quoi faire, puisque Harry Potter, c'est vrai, les incarne très bien. Donc on disait qu'il avait donc son soleil en Lion.
Alors c'est marrant parce que dans le chapitre, dans la partie de paragraphe que tu as lu, on voit très bien ces deux luminaires s'entrechoquer un petit peu. Il y a une phrase qui parle plus du soleil en lion et une autre qui parle davantage de la lune en poisson. Donc si tu veux bien reprendre... Oui, tout à fait. Alors le paragraphe qui est vraiment sur le soleil en lion, c'est celui-ci. Il continua de dormir sans savoir qu'il était déjà un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, et ça c'est la partie de la lune. Mais le côté être exceptionnel, le côté déjà célèbre sans le savoir... Il y a 3 mots que tu avais utilisés, je pense, extraordinaire, exceptionnel et célèbre. Ouais, exactement. Alors ça, c'est vraiment des mots... même en astrologie dite populaire, qu'on utilise beaucoup pour caractériser les ambitions du lion. Oui. Alors que ce n'est pas nécessairement des ambitions voulues, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans... Alors, ne pas oublier que le Soleil, la planète, le luminaire astrologique, est en domicile en Lion. C'est-à-dire que le signe du Lion et la planète Soleil se correspondent tout à fait. C'est le signe dans lequel le soleil est le plus épanoui, dirons-nous. Et ça lui procure davantage de force que s'il était dans un autre signe. Donc, les caractéristiques solaires de l'individu qui a le soleil en lion, elles sont multipliées. Voilà. Oui. Alors, ce qu'on peut dire quand même d'Harry Potter, c'est qu'il a déjà... avant même de le savoir, une fonction dans le monde. Mais tout à fait. Qu'on lui a attribuée de par les événements qu'a écrit J.K. Rowling est quand même prédestiné, quoi. C'est vraiment, avec ce soleil en lion, on voit vraiment la figure du héros en lui. Oui, dans toute sa splendeur. Ouais. Et donc, c'est vrai que ce côté être un peu élu, on a l'impression, il l'incarne parfaitement. Alors, ce qui est marrant, c'est que il est effectivement célèbre sans le savoir, et que c'est en découvrant au fil de ses aventures déjà de son passé, de la raison pour laquelle il est célèbre, et de tous les dépassements dont il va devoir faire preuve pour être ce héros, pour être le digne porteur du nom de héros, puisqu'au départ, quelque part, il est héros malgré lui. Et c'est comme s'il voulait gagner ce titre, il voulait en être méritant. Ouais. Et moi, je trouve qu'il y a une analogie très forte entre la conquête de Harry Potter pour devenir un héros, sans qu'ils se le disent tous les jours comme ça, pas consciemment, mais quand même, il y a cette idée d'aller au-devant des défis et de les relever pour l'honneur, et pas seulement pour l'honneur, pour le bien-être de tous, mais il y a quand même une idée ici de combattre le mal et d'aller au-devant du danger, même si ça lui coûte énormément ça lui coûte déjà beaucoup de peur, et ça le pousse à toujours repousser ses limites et d'aller dans ses derniers retranchements. Mais la quête de Harry Potter pour devenir ce héros, c'est un petit peu, si vous voulez, là je m'adresse directement aux auditeurs, pardonne-moi, la quête que chacun d'entre nous est mené à établir pour atteindre notre soleil, si je puis dire, si ça ne semble pas trop tiré par les cheveux. C'est-à-dire que, puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on conquiert son soleil, on va vers son soleil, et Harry Potter, il va commencer à devenir vraiment ce soleil en lion quand il va faire l'expérience du courage, de ce que suppose le lion, de l'amitié, de la loyauté, de la persévérance, de la détermination, de l'espoir. C'est quand il va faire preuve dans ses choix, dans ses actes, ses caractéristiques, que son soleil va briller de plus en plus en une sorte de cercle vertueux, et qui finalement, in fine, à la fin de la saga, va lui permettre de triompher du nombre assez coriace, représenté par Voldemort. Oui, d'expérience. Ah oui. C'est comme s'il y avait un chemin initiatique, en fait, à travers tous les livres d'Harry Potter, bien sûr, pour arriver au plus près de son soleil. En fait, c'est complètement ça.
Parce qu'on a vraiment parce qu'on voit qu'il lutte, on sent bien dans tous les livres que c'est pas inné, c'est pas facile. Enfin, Bien sûr il va que non, au-devant du danger pour le triomphe, mais on sent qu'à chaque fois, il est comme retenu, quoi. Il a quand même une part de lui qui a très, très peur. Bien sûr. Mais ça l'empêche pas quand même. Et ce qui donne de la valeur à finalement ses actes, parce que si ça ne lui coûtait rien et qu'il était intrépide et qu'il n'avait pas peur, finalement, est-ce qu'il ferait vraiment preuve de courage ? Donc cette vertu tout à fait léonine qu'est le courage, et je rappelle, nota bene, par rapport à l'épisode de la dernière fois où on parlait des éléments, que le feu brille quand même par sa détermination, son enthousiasme et sa foi en la vie. Et je pense que il y a plein de lectures à faire de Harry Potter, mais il y a quand même tellement de désespoir et de possibilités de dire à quoi bon, finalement, dans l'histoire. Il est confronté à la mort de proches, non seulement celle de ses parents, mais c'est un leitmotiv, en fait, dans toute la saga. Il va devoir... Il va devoir se confronter à des déceptions fortes, à des douleurs, à des blessures qu'il préférait sans doute ne pas avoir à affronter. Et malgré ça, il va quand même dépasser tout ça pour choisir ce qui lui semble être une sorte de vérité, une sorte de justice et de justesse. Mais ça lui coûte énormément. Et je pense que Rowling a très bien... décrit ça dans son livre. Elle a décrit cette ambivalence, ces tensions, cette ambiguïté, cette lutte continue finalement qu'est l'existence, mais elle l'a fait d'une manière qui est crédible, malgré le fait qu'on est chez les sorciers. Et c'est pour ça que ça nous touche, je pense, ça a touché tant de gens, c'est que ça parle de notre quête à tous. Et il y a une identification énorme qui s'est faite effectivement de millions de gens avec Harry Potter, et il y a quelque chose de l'ordre de la quête de soi là-dedans. Oui, mais c'est sûr. C'est sûr. On le voit très bien au travers. Et alors, c'est drôle parce qu'il y a aussi cet aspect du lion qu'on soulignait un peu, c'est qu'il a ce côté quand même, effectivement, grand cœur, courageux, héros, survivant, mais il a quand même ce côté un peu du lion, un peu fier, quoi. C'est-à-dire que quand il joue au Quidditch, il n'est pas là pour rigoler. Non, il faut gagner, non. Il faut gagner. Le côté être un peu vulnérable, être mal en point, enfin, on l'a sur le livre avec effectivement Sirius Black, où tout d'un coup il fait face aux détraqueurs et il se sent pas bien la première fois dans le train, où il a un malaise quand il prend le train avec notamment le professeur Lupin. On sent que le fait d'avoir un malaise et de pas avoir et que ses condition amis, physique, voilà, c'est pas quelque chose qui lui plaît, voilà. Et donc ça, est-ce que c'est aussi une caractéristique du lion, ce côté un peu... oui, tout à fait. C'est-à-dire que le lion, il a quand même un ego constitué, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, s'il n'avait pas un ego constitué, il pourrait pas trop aller se battre, parce que pour bien fonctionner quand même dans le monde, il faut avoir un ego bien constitué, et puis après pouvoir le dépasser quand besoin se fait sentir. Ce qu'il faut, c'est pas être prisonnier de son ego, mais en avoir un, ça c'est plutôt sain. Il est clair que le lion, à l'extrême, peut être vaniteux, arrogant et insupportable et narcissique, mais peut aussi simplement être fier, avoir un certain orgueil, un orgueil non pas mal placé, mais un orgueil tout court, parce qu'il a besoin finalement d'être ce pilier pour les autres. Il y a quelque chose de très frappant aussi que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que Harry Potter ne sait pas qu'il est célèbre, que pour lui c'est comme Hagrid qui arrive le jour de son 11e anniversaire dans cette espèce de ruine au milieu de l'océan là où se sont réfugiés les Dursleys, et la question qu'il lui pose, me semble-t-il de mémoire, c'est « Mais sais-tu au moins qui tu es ?» Et dit « Je suis juste Harry. »
Et Hagrid répond bon, ok, d'accord, juste Harry, comme si c'était un nom de fausse modestie. Il ne sait absolument pas qu'il est le célèbre Harry Potter. Et d'ailleurs, il pense que Hagrid a fait erreur, hein, que c'est pas lui le sorcier, que c'est pas lui l'élu, que c'est pas lui. Non, il sait absolument pas. Il est choisi là-dedans. Tout à fait. Et comme tout lion qui se respecte, on a besoin, je me mets à la place d'un lion, hein, je ne suis pas lion, du regard de l'autre pour vraiment se sentir exister. Et c'est pas nécessairement, encore une fois, un besoin d'applaudissements sans fin, c'est pas un besoin de gratification de l'ego pour se sentir comme ça, pour remplir une faille narcissique. C'est simplement que le soleil a besoin de briller pour éclairer le cosmos autour de lui. Je veux dire, c'est quand même le centre du système solaire, quoi. Donc, le lion a vocation à briller d'une manière ou d'une autre, que ce soit par ses actes, par sa parole, par sa créativité, par sa générosité. Et si le lion ne brille pas, il peut vraiment en souffrir. Donc, on ne peut briller que s'il y a de la lumière dans les yeux des autres, sinon on ne brille pas, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de possibilité de miroir. Oui, alors, encore une fois, c'est quelque chose que le lion a besoin de comprendre, c'est que le fait qu'il y ait une altérité qui le révèle à lui-même, ce n'est pas en soi un problème, c'est une nécessité, quelque part. Et je pense que là, l'épisode sur Harry Potter, qui ne sait pas du tout, il débarque le pauvre, hein, qui il est avant, mais il faut qu'on le lui dise, il faut qu'on le lui répète, il faut qu'on dise mais tu es une star. Tu vois. Et ça, il a du mal à le croire avant qu'effectivement, il en fasse l'expérience. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'en opposition, enfin, c'est pas une opposition directe, mais la Lune avec dans le signe du Poisson, c'est vraiment un tout autre univers, en fait, le signe du Poisson. Et c'est là où c'est quand même très riche, parce que justement, ça incarne bien donc la fin de la citation que j'ai énoncée au début de l'épisode. C'est que donc il est réveillé là. Ils disent il serait réveillé par le cri de Mrs. Dursley qui ouvrirait la porte pour sortir les bouteilles de lait, et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin Dudley. Donc là, on a vraiment, je dirais, une dichotomie totale entre le côté héros survivant du lion connu sans le savoir, qui brille quelque part sans le savoir, et le côté ramené à sa condition du moment présent, où en fait il est chez son oncle et sa tante, il est à moitié persécuté à peu près tout le temps. Et en fait, ça contrecarre totalement son soleil en lion. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Léa, sur cette lune en Poisson ? Oui, absolument. Alors, moi, je pense que c'est vraiment important de voir qu'il y a une transition qui montre que les deux caractéristiques sont enchevêtrées chez lui. Il y a effectivement le sens de sa mission et de sa vocation qui est cette destinée d'un héros malgré lui qui est finalement le soleil lion. Et puis, il y a le quotidien d'Harry Potter qui est cette lune en Poisson d'un enfant, disons-le, maltraité, abusé, victimisé, et qui est un enfant abandonné. Alors effectivement, ses parents n'ont pas voulu l'abandonner, c'est pas un acte voulu, mais de fait, puisqu'ils sont décédés, il a été abandonné par ce décès, et il y a effectivement l'idée d'un enfant qui est non seulement un orphelin, mais qui va très très souvent essayer de s'imaginer cet Éden perdu qui était celui d'une vie avec ses deux parents, qui en plus au long de la saga sont décrits par ceux qui les ont connus comme étant des personnages fantastiques, généreux, merveilleux et tout ça. Donc très idéalisé aussi. Donc il y a cette espèce d'hyper-nostalgie déjà propre à la lune en Poisson, qui a tendance à fuir dans les rêves et dans une réalité sublimée parce que le monde est trop dur, parce qu'elle est trop sensible, parce qu'elle a besoin d'aller se nourrir à une source plus belle, plus sublime que
que l'humaine réalité. Il y a cet aspect dans La Lune en Poisson et chez Harry Potter du côté plus sombre du poisson, qui est la victime et qui a peur et qui est si sensible à l'abandon, qui a peur de l'abandon et qui peut aussi, in extremis, être abandonné lui-même. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le complexe de La Lune en Poisson, c'est cette hypersensibilité à l'abandon, et puis lié à un abandon réel ou imaginaire. Et le fait de se laisser aussi, par une hyper-sensibilité, se laisser être victimisé dans certaines situations. Et est-ce qu'on peut dire aussi que la lune en poisson, ça peut représenter aussi un sens du sacrifice assez important, parce qu'on voit que finalement, pour une cause plus noble, je dirais, pour un idéal, il peut se mettre dans des dangers extrêmement graves, qui peut même lui coûter sa vie. Ouais. Et finalement, il y va. C'est-à-dire qu'il y a un côté sacrificiel presque chez complètement. Harry Potter, c'est l'image même du sacrifice. Je veux dire, pour tous ceux qui ont lu la saga, on sait très bien que dans le 7e tome, il marche à sa mort, et en essayant de l'accepter, et puis finalement dans un état d'acceptation où il s'est livré quelque part. Il s'est livré à ce qui le dépasse, et il a accepté. C'est une offrande, quoi. Une offrande comme un sacrifice de façon originale et originelle. Un sacrifice, c'était vraiment l'offrande d'un animal, ou de soi-même d'ailleurs, sur le plan symbolique, pour un bien plus haut, pour une cause plus haute. Voilà. Ouais. Et il y a quand même une lecture commune de la saga d'Harry Potter comme une sorte d'histoire qui parle d'un héros qui, in fine, va devoir poser l'ultime acte héroïque, c'est-à-dire se sacrifier pour réparer le monde, quelque part, qui a été abîmé par le mal. Et tu nous disais aussi que la lune représentait la mer. On sait dans l'histoire d'Harry Potter que finalement, ses deux parents sont morts, mais que sa maman s'est sacrifiée pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire justement d'une maman par rapport à un fils comme Harry Potter qui aurait sa lune en poisson? Quelle mère ça pourrait décrire justement cette fameuse lune en poisson? C'est possible. Alors, encore une fois, il y a plein de lectures, mais dans le cas d'Harry Potter, effectivement, ça peut être l'image d'une mère sacrificielle, une mère qui aime tellement son enfant il y a plus de, pour le coup, il y a plus dans l'énergie neptunienne du poisson la force de l'ego que porte le lion. C'est un dépassement réel de l'ego. Donc, en fait, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est peut-être qu'il y en a d'autres, mais peut-être le seul exemple terrestre qu'on a d'un amour qui est capable d'un sacrifice de soi. Et l'expérience qu'en a faite Harry Potter, c'est pas seulement l'expérience, ça lui a laissé une trace, c'est-à-dire cette fameuse cicatrice dont on dit sur le front, quelle est la cicatrice, quelle est la marque du sacrifice de sa mère, que sans cet amour qui se serait sacrifié pour lui, il ne s'en serait pas sorti, que la cause de sa survie, c'est un amour tellement immense qu'il a renoncé à la vie pour sauver son fils. Et je pense que dans le symbole du poisson, il y a quelque chose de cet ordre, d'une transmutation d'un certain stade de l'ego pour en arriver à un autre. Mais il y a quand même une idée de mort et de renaissance là-dedans. Pas simplement la mort physique. On est d'accord que ça peut aussi être une mort psychique. Mais il y a quand même cette idée-là, et c'est pas pour rien que le poisson est le signe du mystique. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui meurt à soi-même pour pouvoir renaître autrement.
Et on voulait aussi évoquer justement dans la Lune en Poisson ce fameux épisode sur le miroir du Riséd. Je sais que t'y tiens particulièrement, Léa. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu? Puis moi, je pourrais dire une petite citation justement qui illustre bien ce que tu vas dire. Oui, parce qu'en fait, la Lune en Poisson, c'est... Alors, je voulais juste aussi dire que l'association du Soleil en Lion et de la Lune en Poisson, dans le meilleur des cas, ça donne une personnalité quand même hyper tournée vers les autres et généreuse. Le côté solaire, rayonnant, chaleureux, bienveillant du lion, loyal et que s'il se sent aimé est prêt à se battre pour autrui. Et la Lune en Poisson qui est quelque part le summum de l'empathie, de la compassion, du dévouement total à l'autre. Dans le meilleur des cas, ça crée une association vraiment très, 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 très généreuse et aimante. Évidemment, on a le choix. Et puis, voilà, il y a des soleils lions avec la Lune en Poisson qui peuvent être des égocentriques victimaires qui se plaignent sans arrêt et que le monde, ils se sentent persécutés. Voilà, bon. Donc, il y a toutes sortes de scénarios. Mais en tout cas, si on regarde dans le meilleur des cas, l'association Soleil-Lion, Lune en Poisson, ça donne quand même l'étoffe d'un personnage qui mérite d'être un héros, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, dans ce passage du miroir des Riséd, on parle en revanche d'un aspect un petit peu plus sombre de la Lune en Poisson, qui est celui de la fuite. La fuite, la fuite dans les rêves. Et puis la nostalgie, on sent, elle perce presque le cœur. En fait, je veux dire, il y revient tous les soirs. C'est-à-dire que Dumbledore doit décider de retirer le miroir pour que plus personne n'y ait accès, pour dissuader Harry de ne pas mettre sa cape d'invisibilité, de transgresser les lois, de sortir la nuit dans les couloirs pour aller voir et revoir ce qui est son aspiration ultime à ce moment-là, de revoir et de ses parents, de retrouver ses parents. Et il y a plein de choses qui me font penser aux poissons, c'est-à-dire c'est la nuit, c'est le domaine des rêves, c'est le domaine de l'inconscient. Il est dans cette cape d'invisibilité transparente qui le rend invisible au reste du monde, mais lui seul se dirige dans l'obscurité. Il va trouver ce miroir qui est le reflet de ses désirs les plus profonds, de sa nostalgie la plus profonde, de sa tristesse aussi la plus profonde. Et il va se retrouver là à attendre. Quelque part, quelque chose qui ne viendra jamais, mais il est tellement hypnotisé quelque part par cette image qu'il pourrait s'y perdre. Et c'est le risque, effectivement, de la Lune en Poisson que d'être tellement prise par des rêves quels qu'ils soient, des fantaisies, des vœux qui ne sont pas nécessairement... en tout cas, ça ne veut pas dire que les rêves ne peuvent pas se réaliser, mais en tout cas, il faut quand même qu'il y ait un processus d'action pour les rendre tangibles. Et puis, il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas réaliser. Il y a des deuils à faire, il y a des renoncements nécessaires. Oui, bien sûr. Et quelque part, la Lune en Poisson a cette possible tendance à fuir la réalité, à fuir dans les rêves. Oui, on peut avoir des dépendances, en fait, peut-être. On peut devenir dépendant à certaines fuites du réel. On a l'impression que là, il est complètement dans son... Enfin, pas dans son imaginaire, mais il y a aussi un... Ah, complètement, oui. Alors, parfois, ça peut être l'imaginaire, les rêves, les écrans, mais ça peut aussi être des substances plus ou moins bonnes pour la santé. Oui, voilà. illicite. Donc, ça, c'est aussi assez caractéristique de la Lune en Poisson. Donc, je pensais que c'était intéressant de pouvoir utiliser cet exemple du miroir des Riséd. Oui, et puis on voit bien que Dumbledore, finalement, il le recadre là-dessus. Oui, le maître le recadre, oui. Exactement, il lui dit, quelque part, reviens dans le réel. C'est ça. C'est-à-dire que c'est bien effectivement, parce qu'on connaît l'histoire tragique des parents de Harry Potter, et on imagine bien que quand il les voit dans ce miroir, il y a tout qui revient, il y a son histoire personnelle qui revient, mais en même temps, heureusement que, quelque part, il y a Dumbledore qui est très ancré dans la réalité, qu'on sent quand même très terre à terre, et qui fait revenir et quelque part un peu atterrir
Harry, en lui disant, voilà, cette fameuse phrase, « Il n'est pas bon de s'attarder sur ses rêves et d'oublier de vivre ». Donc on voit bien Absolument. que... C'est ça. Et ça, c'est un rappel, une piqûre de rappel pour les lunes en poisson, parfois, qui sont tellement, encore une fois, sensibles à l'environnement extérieur. À un absolu qui... Ouais, et puis quand même, voilà, le monde de l'imaginaire a des tentations tellement grandes qu'on peut s'y perdre. Mais aussi, si on arrive à canaliser cette énergie-là, on peut aussi devenir un grand poète ou un grand artiste. Voilà. Et encore une fois, la question du libre arbitre. Complètement. Chacun est capable de... Enfin, chacun choisit sa voie. Voilà, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup, Léa, pour cet éclairage sur Harry Potter et en même temps, ce petit cours rapide et concis. Et je sais que tu n'aimes pas trop, que tu n'aimes pas forcément trop raccourcir parce qu'on pourrait en parler des heures, mais on espère que grâce à cet épisode, vous avez un petit peu plus compris le rôle des luminaires, de chacun des luminaires. Et puis, ce n'est pas notre dernier épisode sur Harry Potter. Non, il y a d'autres personnages à explorer. Voilà, donc la prochaine fois, on s'attardera un peu plus sur les personnalités super intéressantes aussi de Ron et de Hermione. Absolument. C'est quand même partie des personnages mythiques de la saga. Et donc, voilà, on va vous retrouver comme d'habitude dans 15 jours pour explorer les personnalités. Merci de nous avoir suivis, merci beaucoup. Et puis, on vous dit à dans 15 jours.